La route Centre-Europe-Atlantique, qu'on appelle RCEA, qui traverse actuellement le département de l'Allier, est une des routes les plus meurtrières de France. Et l'État a décidé de confier la mise en autoroute de cet axe de circulation à l'entreprise Eiffage, qui a donc développé un projet d'aménagement de cette route sur les 88 km qui relient Digoin à Montmarault. Et donc face à ce projet d'aménagement, les services de l'État, le service régional de l'archéologie a été approché, puisque toute construction qui a un impact sur le sous-sol risque de détruire des vestiges archéologiques. Et donc pour éviter la destruction de ces vestiges sans qu'ils aient pu être étudiés, il faut que nous, archéologues, on puisse faire notre travail avant d'étude des vestiges, avant leur destruction par le chantier d'aménagement. Et donc le service régional de l'archéologie a prescrit 62 diagnostics sur ce tracé autoroutier. Un diagnostic archéologique, c'est une opération visant à évaluer le potentiel archéologique d'un terrain sur lequel des aménagements vont être effectués. Donc nous, on arrive en amont et notre but est d'évaluer si un site archéologique se trouve à cet emplacement. Donc pour ce faire, on effectue des tranchées. Généralement, c'est des tranchées qui sont espacées d'une quinzaine à une vingtaine de mètres afin de sonder 10% du terrain. De cette manière, ça nous permet de voir si des vestiges apparaissent et selon le nombre et l'emplacement, s'il y a un potentiel pour une intervention archéologique par la suite. Alors, en tout, sur la totalité du tracé, il y a eu 14 fouilles en tout de prescrites par les services de l'État. Et le SABDA en a réalisé 3. Qui sont situés à Toulon-sur-Allier, qui est une agglomération qui est assez ancienne, puisqu'on a des traces qui sont connues depuis la protohistoire, donc la période gauloise, jusqu'aux époques médiévales. Donc le secteur, on savait qu'il était assez riche au niveau du patrimoine archéologique, puisqu'on a notamment à 500 mètres à peu près à l'ouest des ateliers de potiers gallo-romains qui sont bien connus. Cette occupation, donc, elle se caractérise par beaucoup de structures en creux. On a des fossés, on a des fosses et ce qu'on appelle des trous de poteaux. Donc c'est ce qui reste en fait d'anciens bâtiments construits sur poteaux. Voilà, on a juste les creusements dans lesquels ils venaient insérer leurs poteaux qui servaient à porter les bâtiments. Les vestiges remarquables qu'on a actuellement mis au jour, c'est notamment 2 puits. Un qu'on a fouillé où on a retrouvé un cuvelage en bois au fond du puits. Les bois étaient bien conservés. Et un autre puits avec beaucoup de mobilier céramique qui est ressorti mais qu'on n'a pas complètement fouillé. Et on arrive justement également sur la margelle, le parement du puits qui lui est visiblement en pierre. Donc ici on a les vestiges d'un puits. On se posait la question quand même beaucoup au départ justement de ce que c'était. On avait pu voir une grosse tache en surface, donc on pensait au départ que c'était une fosse, avec énormément de mobilier qui était localisé uniquement au centre. Donc on a descendu petit à petit en laissant les objets en place pour voir s'il y avait une cohérence. Et ensuite on a pu voir aussi qu'elles étaient vraiment orientées en pendage vers le centre. Et donc petit à petit, en descendant, on a commencé vraiment à se poser la question du puits. Et puis là est apparu vraiment tout cet ensemble qui n'est pas maçonné, je dirais pas maçonné, parce qu'on n'a pas pour l'instant de traces de mortier, mais c'est des blocs ferrugineux qui vont être vraiment bien montés. Donc là on a quand même de plus en plus de certitude entre guillemets qu'on est sur un puits. Je pense qu'on est plutôt effectivement sur des annexes agricoles.
On doit avoir un habitat lié à ces annexes pas loin, mais voilà, en fait on est grosso modo sur une ferme, mais plutôt voilà, sur le côté exploitation agricole, puisqu'on n'a pas retrouvé notamment de foyers, ni également de rejets de boucherie, par exemple, s'ils avaient consommé des animaux ou des choses comme ça. Alors là, on se trouve sur le site de La Forêt. Alors c'est un site qui est connu depuis le 19e siècle comme étant un atelier de potier gallo-romain. A priori, atelier de potier et de fabrication de figurines en terre blanche. Certains des grands centres de production se trouvent dans l'Allier, et notamment à Toulon-sur-Allier, où on a deux sites qui sont bien connus. Le site de La Forêt, il est connu depuis le 19e siècle par des découvertes fortuites et par des fouilles qui sont plus ou moins bien documentées. Donc on sait qu'il y a au moins un four qui a été fouillé à l'époque, et puis énormément de mobilier qui a été découvert, donc figurines en terre blanche, céramique, etc. Et donc là, le projet de création de l'autoroute A79 entraîne des travaux de part et d'autre de la RCE actuelle. Et donc ça, c'est intéressant puisque le site s'étend de part et d'autre de la route. Et donc ça nous permet de compléter les données qui sont acquises depuis le 19e siècle par nos prédécesseurs. A priori, il y a 3 phases d'occupation. L'atelier, enclos avec un fossé qui a donné énormément de mobilier. Un puits, dans lequel, pareil, on a retrouvé énormément de mobilier céramique. On a aussi une grosse fosse qui prend la forme d'un puits, mais qui n'est pas très profonde, mais qui a livré aussi énormément de mobilier, c'est-à-dire que sur 80 cm de profondeur, on a de la céramique sur toute la profondeur et sur toute la surface. Donc vraiment des gros amas de mobilier. Avec l'atelier de potier, donc on a une voie qui arrive juste devant l'atelier, donc qui dessert le petit bâtiment. Donc le petit bâtiment, on suppose que c'est peut-être un bâtiment où on stockait, où on travaillait l'argile en tout cas, parce qu'on a retrouvé des fosses avec de l'argile blanche dedans. Donc c'était le travail de l'argile, et du coup peut-être que la voie permettait d'apporter l'argile en grande quantité pour la travailler sur place. Là, en l'occurrence, le bâtiment qu'on a pu mettre en évidence, qui est partiellement conservé, il a été en partie détruit après son abandon. On a retrouvé 3 murs qui forment une extrémité de bâtiment, plutôt d'orientation nord-sud. Et les murs sont constitués de tout ce qu'ils avaient sous la main. Donc il y a ces fragments de pierre, d'aliose, mais il y a aussi des fragments de meules qui sont cassés et réutilisés. Il y a des fragments de tuiles, des fragments de poterie, etc. Et donc tout est mis en vrac pour former la fondation du mur. Et ensuite on a à un endroit conservé très partiellement ce qui devait former l'élévation, qui était un mur en terre, et donc on a un petit bandeau de ce mur de terre qui est conservé. À l'issue du décapage à la pelle mécanique, nous avons mis au jour un site archéologique assez complexe qu'on appelle stratifié, composé de vestiges allant au moins de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, en passant bien sûr par l'occupation principale qui est du Moyen-Âge, elle-même constituée d'au moins 2 phases, du Haut Moyen-Âge et du Bas Moyen-Âge. Ce sont des occupations rurales dont
Aujourd'hui, on peine encore un peu à déterminer les caractéristiques fonctionnelles. Est-ce que c'était domestique? Est-ce que c'était une occupation plutôt agricole? C'est quelque chose qu'on peine à approcher aujourd'hui sur ce site, car les vestiges s'entremêlent les uns avec les autres. Aujourd'hui, là, sur la phase de terrain, on a encore du mal à déterminer quel vestige fonctionne avec quelle phase d'occupation. Et ça, c'est le travail que nous mènerons plus tard en bureau lors de la post-fouille, qui va nous permettre de démêler tous les vestiges archéologiques qu'on aura pu fouiller et de constituer, de discriminer les vestiges les uns par rapport aux autres pour vraiment constituer des phases d'occupation cohérentes pour chaque période. Le travail archéologique se déroule sur un temps relativement long. Il y a la phase de terrain qui est bien visible du public, mais en fait le travail, notre travail au quotidien, il est beaucoup plus long et notamment sur ce genre de projet de grande envergure, il s'étale sur plusieurs années. On a tendance à considérer qu'une opération archéologique, c'est du 50-50, 50% de temps passé sur le terrain et 50% en post-fouille au bureau à étudier toutes les données archéologiques qu'on a pu obtenir lors de la phase de terrain. Ici, on est au laboratoire et la phase principale de la post-fouille, c'est le lavage, le reconditionnement et l'inventaire. Donc tout ce qui se passe, c'est qu'on va prendre le matériel qui a été sorti lors des fouilles, on va le laver en fonction du type de matériel, on va y attribuer un traitement particulier. On lave chaque morceau de céramique en fonction des morceaux avec des brosses plus dures ou plus souples pour ne pas les abîmer. On les met ensuite à sécher dans des étuves. On les met ensuite sur des échelles de séchage pour permettre à la céramique d'être complètement sèche et qu'il n'y ait plus d'évaporation d'eau et de vapeur d'eau qui s'échappe, puisque quand ensuite on va les mettre dans les sachets en plastique qui sont la phase de conditionnement terminale, il ne faut absolument pas que ce soit humide à l'intérieur pour que ça puisse se conserver. Et ensuite on passe à la phase d'inventaire et de reconditionnement. On pèse et on compte chaque élément pour avoir des données supplémentaires qu'on rentre ensuite dans une base de données qui est propre à la fouille et avec chaque secteur qui est bien délimité dans la base de données. Une fois que toutes ces étapes ont été effectuées, on peut passer aux analyses faites par les spécialistes par la suite. Les différentes études qui peuvent être menées, elles concernent déjà tous les types de mobilier. On peut avoir besoin notamment d'études céramologiques qui concernent les poteries qui ont été découvertes. On peut avoir des études sur le mobilier métallique qui est sorti, les ossements animaux. Donc là, on fait appel à un archéozoologue. Si on a dû fouiller des vestiges funéraires, on peut également faire appel à un anthropologue qui s'occupera des études des ossements humains. On peut également faire appel à des spécialistes qui renseigneront davantage l'environnement et les paysages de société, du site ancien. Et là, dans ce cas-là, on peut faire appel à un géomorphologue, à un palynologue qui étudiera les pollens, à une carpologue qui étudiera les graines qui ont pu être conservées. Moi, j'étudie principalement les objets métalliques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les objets métalliques sont extrêmement fragilisés par la sortie de terre. Donc après la fouille, la priorité, ça va être de les nettoyer et d'en faire un état sanitaire, d'évaluer leur état sanitaire afin de pouvoir les stabiliser et les protéger sur du long terme. Ces nettoyages, ils vont permettre de protéger l'objet. Ils vont permettre aussi de pouvoir ensuite réaliser l'étude approfondie de l'objet. Moi, je vais pouvoir étudier la forme de l'objet, le comparer à d'autres exemplaires connus, voir s'ils ont une fonction particulière par rapport à leur contexte et donner une datation, le cas échéant. Une fois que toutes les études des spécialistes ont été effectuées, donc tout le mobilier est ensuite conservé ici, dans le dépôt, dans
sur les différentes RAC que nous avons ici. Et le SAPDA a la gestion de toutes les collections pour une durée de 2 ans. Dépassé cette période, on est censé reverser nos collections à l'État, qui va les conserver dans des centres de conservation et d'études, des CCE. Et après, ça peut faire l'objet d'une nouvelle étude, étant donné que les données changent, évoluent avec le temps. Si un scientifique, un chercheur, veut reprendre une étude, il le pourra aisément. C'est très stimulant de se dire, alors nous déjà quand on travaille, on va dire « Ah mais les archéologues il y a 20-30 ans, ils faisaient n'importe quoi, ils n'avaient pas les bonnes méthodes ». Mais il faut à un moment donné qu'on se remette les pieds sur terre, c'est que dans 20-30 ans, les archéologues de demain, ils diront la même chose de nous, de notre travail. De toute manière, notre travail il sera remis en question. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous on apporte une petite pierre à l'édifice, mais l'édifice on n'en est qu'à construire les fondations, la compréhension des sociétés passées. Et ça évolue tout le temps, c'est ça qui est assez chouette finalement. Le travail d'archéologue, moi je le vois effectivement comme une étape entre une histoire passée méconnue et une société actuelle qui est intéressée par la connaissance de ses racines. Et mon travail, je le vois effectivement comme un passage, une transition entre cette histoire qu'on méconnaît parfois et cette volonté de la société actuelle de connaître ses racines. Et j'essaie de faire en sorte de la transmettre du mieux possible lorsque je fouille un site archéologique.